Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la radio Blackout pour votre magazine Culture et Société. On est parti pour 15 minutes d'échange, d'interviews sur les sujets de société et de culture qui nous entourent. Devenir propriétaire en France, un objectif, une façon de placer son argent ou simplement un rêve. On compte environ 57% de propriétaires en France, c'est peu au regard des autres pays de l'Union Européenne. Alors si on prend l'exemple de l'Espagne ou d'Italie qui ont respectivement 77 et 76% de propriétaires ou encore l'Hongrie avec 91%. Des difficultés à se décider, comment bien choisir et éviter les arnaques pour réaliser l'achat d'un bien immobilier. Il existe des astuces, des façons de procéder pour acquérir plus rapidement une propriété, comme acheter pour louer, plus rentable encore la location saisonnière, un investissement locatif encore plus rentable. Et pour aborder le sujet, nous avons avec nous au téléphone Sébastien Ascon. Alors, bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes un ancien ingénieur informatique, maintenant entrepreneur dans l'immobilier, spécialisé dans la location saisonnière. Vous donnez des séminaires pour mieux entreprendre dans l'immobilier et vous avez également un blog louerencourtedurée.fr. Quels sont les principaux freins à l'achat d'un bien immobilier en France? Alors en fait, je pense que les principaux freins, ce sont des faux freins en fait. C'est des blocages qu'ont beaucoup de personnes avant de se lancer dans l'immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'investir dans l'immobilier, ça demande certes de se former un petit peu, mais il est vraiment possible d'investir dans l'immobilier sans mettre d'apport. Alors je parle bien entendu d'immobilier locatif. Et d'ailleurs, l'une des principales raisons qui m'a poussé à investir dans l'immobilier, c'est à partir du moment où j'ai compris qu'il était possible de gagner de l'argent avec l'immobilier alors qu'on a un crédit sur ce même bien immobilier. Donc si les personnes souhaitent investir dans l'immobilier entre guillemets de façon intelligente, telle que moi je l'entends, ben, il est possible d'avoir un crédit sur le dos et de gagner de l'argent avec les loyers que vont verser les locataires. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut chercher à faire. Donc cette principale crainte, en fait, pour répondre à votre question, c'est une fausse croyance. Alors, vous avez parlé de crédit. Donc voilà, on commence un petit peu à s'endetter pour pouvoir en fait se permettre d'acquérir un bien immobilier. Alors, est-ce qu'on peut en France être accompagné lorsqu'on est un jeune acquéreur sans avoir beaucoup de notions dans l'immobilier? Alors, le mieux pour investir dans l'immobilier, c'est de se faire accompagner sur un premier achat, donc soit par quelqu'un qui a déjà investi par lui-même, soit au travers d'une formation. Il y a un nombre incalculable de formations que vous pouvez trouver en ligne sur l'immobilier. En fait, tout le secret, c'est de, de toucher au minimum à sa capacité d'emprunt, donc à son taux d'endettement lorsqu'on réalise une opération immobilière. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je conseille moi à tout le monde d'aller chercher la durée de crédit la plus longue possible, parce que c'est cette durée de crédit la plus longue possible qui va faire que la mensualité de crédit sera la plus faible, et c'est comme ça qu'on arrive à gagner de l'argent dans l'immobilier en s'endettant le moins possible. Alors parfois, pour acquérir un bien en France, vous l'avez un petit peu souligné dans les précédentes questions, certains principes, voire même stratégies existent, comme acheter un bien immobilier pour le louer, plus rentable encore et apparemment moins risqué, la location saisonnière. Alors, ce type de location est-elle réellement moins risquée? Comment ce type de location peut-il contourner les risques de loyer impayés et les dégradations parfois volontaires des occupants? Alors en fait c'est très simple, et c'est vraiment une des raisons qui m'a poussé à faire de la location courte durée, qu'on appelle également location saisonnière. Tout simplement, il n'y a aucun risque de loyer impayé parce que votre locataire ne rentre dans l'appartement qu'à partir du moment où le loyer a été payé. Alors, je pense que de nombreuses personnes ont déjà fait une réservation via la plateforme Airbnb, par exemple, qui est la plus connue. Vous allez remarquer que lorsque vous réservez votre séjour, vous commencez par payer le montant du loyer, de la même façon que lorsque vous achetez un billet sur n'importe quelle compagnie aérienne, vous commencez par saisir votre numéro de carte de crédit avant d'aller prendre votre vol. C'est exactement la même chose en location saisonnière, donc il n'y a aucun risque de loyer impayé. Et le second avantage que j'y vois, c'est qu'il n'y a aucun risque de dégradation, parce que moi, ce que je constate, c'est que les séjours se situent entre 3 et 4 jours en moyenne, ce qui fait que tous les 3 ou 4 jours, il y a quelqu'un qui vient se rendre dans l'appartement, donc pour effectuer le ménage et repréparer l'appartement pour le locataire suivant. Et donc, on diminue le risque de dégradation comparé à de la location classique,
où vous allez faire signer un contrat de bail à votre locataire et ensuite vous récupérez votre bien immobilier plusieurs années plus tard sans savoir ce qui se passe vraiment dans votre bien immobilier pendant X années. Et l'autre sécurité qu'on prend également avant de remettre les clés en locataire en location courte durée, c'est évidemment le système de caution qui sur lequel on peut venir chercher de la compensation si des dégâts ont été constatés dans le logement durant le séjour du locataire. Voilà, ce qui, de par mon expérience, arrive, mais extrêmement rarement. 3 ans ou 2 ans et demi de location, voilà, j'ai dû utiliser la caution uniquement 3 fois. Alors, la règle d'or en immobilier qui détermine souvent le prix d'un bien, eh bien, c'est son emplacement. Y a-t-il des villes ou des endroits stratégiques à favoriser lorsqu'on veut entreprendre une location saisonnière? Oui, alors en immobilier, de façon générale, vous l'avez dit, il y a 3 critères importants à respecter, c'est l'emplacement et l'emplacement. Et j'ai envie de dire que ça, c'est d'autant plus vrai lorsqu'on souhaite se lancer dans la location courte durée. Il faut toujours essayer d'investir à proximité d'un endroit qui va drainer énormément de monde. Alors les centres-villes, évidemment, c'est des valeurs sûres parce que ça va attirer de nombreux touristes, mais pas que. Il y a possibilité d'investir à côté d'hôpitaux parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de personnes qui viennent rendre visite à de la famille ou à des amis qui sont hospitalisés, mais ça peut être également à côté d'une zone d'activité, auquel cas vous allez vous allez attirer une clientèle professionnelle. Voilà. Ça peut être également à côté de termes, si la ville dans laquelle vous souhaitez investir dispose des termes. Voilà. Il faut absolument investir à côté d'un endroit qui va attirer énormément de personnes. Donc pour être certain que l'adresse sur laquelle on souhaite se positionner va être la bonne, mais il suffit de faire une rapide étude de marché, regarder si d'autres personnes font déjà ce type d'activité dans le secteur, et si ce n'est pas le cas, il suffit de publier des annonces fictives, par exemple sur Le Bon Coin, pour voir si S'il y a une demande l'adresse effective. intéresse quelques personnes. Entendu. Alors, je mets à la place d'un jeune acquéreur qui vient de faire un crédit pour pouvoir posséder une propriété dans le but de l'exploiter par une location saisonnière. Comment est-ce qu'on le gère? Comment est-ce qu'on l'exploite au maximum? Est-ce qu'il faut faire appel à des entreprises? Est-ce qu'on peut tout faire soi-même? Quel est le plus avantageux? Alors en fait, on peut tout faire soi-même. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé. Alors tout faire soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être présent sur place physiquement pour remettre les clés aux clients. Ça veut également dire être présent sur place à la sortie des lieux pour reprendre les clés aux clients. Et ça veut également dire faire le ménage soi-même. Alors l'avantage de tout gérer soi-même, c'est qu'on a une meilleure rentabilité puisqu'on n'a aucun besoin de déléguer. L'inconvénient, c'est qu'on va y passer du temps. Alors il existe de nombreuses façons de déléguer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés de conciergerie qui se sont spécialisées dans cette activité. Donc encore une fois, accueillir les voyageurs au moment du check-in et faire les prestations de sortie des clients et les prestations de ménage. Mais on peut également faire appel à des sociétés de services à la personne. On peut également faire appel à des femmes de ménage, etc., etc. Et bien entendu, moyennant rémunération, ce qui vient imputer la rentabilité, puisque ces prestations-là ont un coût. Par contre, ce que vous perdez en rentabilité, vous le gagnez en tranquillité et en temps de gestion. Ce qu'on a laissé apparaître en filigrane au fil de cette interview, c'est la recherche de la rentabilité qui doit être exacerbée. Y a-t-il des façons autres que la négociation pour faire baisser les frais de notariat et le prix du bien immobilier? Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est que pour gagner de l'argent en immobilier, beaucoup de personnes pensent que c'est au moment de la revente, une fois qu'on a amorti le bien, qu'il est fini de payer. Non, on gagne de l'argent dans l'immobilier dès le moment où on va faire une offre d'achat. Donc la première étape pour gagner de l'argent à l'immobilier, pour répondre à la question, c'est de faire une offre d'achat qui va vous permettre de gagner de l'argent tout de suite. Alors généralement, ce qu'il faut chercher, c'est les biens avec travaux, parce que ce sont des biens immobiliers sur lesquels on aura déjà appliqué une décote parce que ils sont en mauvais état, et juste le fait de les acheter en dessous du prix du marché et de faire des travaux, vous allez vous retrouver en général avec un prix d'acquisition
tout compris, qui restera inférieur au prix du marché. Donc là, c'est ce qu'on appelle, vous avez fait une bonne opération immobilière. Maintenant, une fois que vous avez acheté ou que vous vous êtes positionné sur votre bien immobilier, vous avez la possibilité de gagner encore de l'argent. Alors par exemple, chez le notaire, c'est ce que j'explique au travers de divers articles et diverses vidéos sur mon blog. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous souhaitez acheter un bien immobilier, vous allez aller signer un compromis chez le notaire chez qui on vous demande généralement de laisser un séquestre qui correspond à une avance sur l'achat du bien immobilier. Ce que peu de gens savent, c'est que ce séquestre peut être négocié. Vous avez la possibilité de ne pas laisser de séquestre. Donc voilà comment on peut commencer à gagner de l'argent chez le notaire. Le second point qu'il est possible le second moyen de gagner de l'argent chez le notaire, c'est en valorisant le mobilier qui va rester dans l'appartement ou dans la maison que vous souhaitez acheter, parce que l'assiette de calcul des frais de notaire, elle ne se fait que sur la valeur du bien. C'est-à-dire que tout ce qui reste à l'intérieur de l'appartement ne rentre pas dans le calcul des frais de notaire. Et la troisième façon de gagner de l'argent chez le notaire, c'est de ne pas payer la proratisation de la taxe foncière ou des charges de copropriété. Parce que ça, peu de gens le savent également. Ce que dit la loi, c'est que c'est la personne qui est propriétaire du bien immobilier au 1er janvier qui doit s'acquitter de la taxe foncière. C'est-à-dire que si vous achetez votre appartement ou votre maison au 1er juillet, par exemple, généralement, on va vous demander de payer 6 mois de taxe foncière. Eh ben non, si vous savez rester ferme, il y a moyen de laisser l'intégralité de la taxe foncière au propriétaire vendeur. Et idem pour les charges de copropriété qu'on paye généralement par trimestre. Ce que dit la loi, c'est que c'est la personne qui est propriétaire du bien immobilier au jour du trimestre de l'appel de fonds qui doit s'acquitter des charges de copropriété. Donc encore une fois, si vous achetez votre bien immobilier par exemple le 15 juillet, donc ce qui correspond au 3e trimestre de l'année, on va vous demander de payer les charges de copropriété du 15 juillet au 30 septembre. Eh ben non, vous pouvez laisser cette joie au propriétaire vendeur de régler les charges de copropriété du 3e trimestre. Et alors ce principe, ça marche même si on achète un bien immobilier le 2 janvier par exemple. Même si on achète un bien immobilier le 2 janvier, donc pour reprendre mon exemple, en fait, en restant ferme au moment du compromis, c'est le propriétaire vendeur qui paiera la taxe foncière donc du 1er janvier au 31 décembre de l'année de vente, et c'est le propriétaire vendeur qui s'acquittera également des charges de copropriété du 1er janvier au 31 mars. Alors, on va continuer un petit peu dans la sphère juridique. Que dit la loi dans cette activité? Est-ce qu'on peut être exonéré d'impôts pendant 9 ans si on suit la loi Pinel? Le risque que également Alors ça c'est un petit peu nouveau dans l'actualité. On a également le syndicat des professionnels de l'immobilier qui souhaite mettre la main entière sur toutes les locations d'appartements. Qu'est-ce que dit la loi? Quel est le risque en fait de se voir dépossédé de cette activité? Alors, pour l'instant, il n'y a aucun souci avec la loi. En fait, la location saisonnière, à l'heure où on réalise cette interview, c'est de la location meublée. Donc, à ce titre, elle dépend d'un régime fiscal qui s'appelle BIC, pour bénéfices industriels et commerciaux. Et dans ce régime fiscal, en fait, vous avez plusieurs options donc, à prendre en fonction de ce qui va être le plus avantageux pour vous. Première option, c'est de passer au régime micro-BIC, c'est-à-dire que vous avez un abattement de 50% sur tous vos revenus locatifs. Admettons que toutes vos locations meublées génèrent 10 000 euros de loyer à l'année, ben vous n'allez être imposé que sur 50% de ces 10 000 euros, donc sur 5 000 euros. La deuxième option que vous pouvez choisir, c'est l'option du régime réel. Et ça, c'est très important, très avantageux pour les personnes qui ont souscrit un emprunt récemment, parce que grâce à ce système réel, ce régime réel, vous allez pouvoir amortir votre immobilier, votre mobilier et passer tout un tas de choses en charge de façon à avoir du déficit fiscal. Et l'intérêt d'avoir du déficit fiscal, c'est de ne pas payer d'impôts pendant toutes les années où vous serez en déficit fiscal. Alors attention, lorsque je dis déficit fiscal, c'est le mot déficit au sens justement fiscal du terme, parce que il est possible de gagner de l'argent tout en étant en déficit fiscal. En fait, c'est une balance comptable, mais ça, c'est pour pouvoir passer au régime réel. Là, je vous conseille vraiment de travailler avec
un expert comptable. Et la troisième possibilité lorsqu'on fait de la location saisonnière ou courte durée, c'est de pouvoir bénéficier d'un abattement de 71% sur les revenus locatifs, mais auquel cas il faut que le logement soit classé, donc il est au minimum une étoile. Donc voilà, en fonction de votre situation, à vous de voir si qu'est-ce qui est le plus avantageux, donc soit le microbic avec un abattement de 50%, soit le régime réel, soit l'abattement de 71%, mais pour ça, il faut être classé meublé de tourisme et être étoilé. Merci Sébastien d'avoir été avec nous au téléphone. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la location saisonnière. On peut retrouver votre actualité et vos conseils sur votre blog louerencourtedurée.fr. A bientôt sur notre antenne. Merci, au revoir.